Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné de notre cher Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Bonjour à tous, bonjour Kira, ravi de vous retrouver comme toujours. Cette semaine, j'ai continué un manga qui occupe toutes mes pensées en ce moment, c'est Free Eren. J'en ferai une chronique, un de ces quatre. C'est très 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 bien, donc j'en dis pas trop pour regarder le suspense. Et j'ai commencé une série, on en a parlé un petit peu ensemble, c'est la série Silo sur Apple TV+, qui me fait penser à Fallout, a priori. C'est voilà, série post-apo. Sur un peu le délire Fallout, et on est tous les deux grands fans, donc je me suis mis dessus. Et pour finir, est-ce que ce serait original de ma part, Kira, de dire que je joue à Zelda Tears of the Kingdom ? En effet, c'est pas vraiment original. Mais c'est très bien pour l'instant. On va en discuter peut-être à l'occasion. Le temps que je fasse ma chronique, je pense qu'il va se passer plusieurs mois, mais ça arrivera bien sur la Taverne du Gamer. Moi, cette semaine très chargée niveau travail, donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai quand même commencé une série télé qui s'appelle 1883, qui est très très bien pour l'instant. J'en suis à l'épisode 6 sur 10, donc j'avance pas mal. Je me suis remis un petit peu sur Street of Rage 4, histoire de péter des gueules, comme on dit. Une pépite. Tout en restant dans le pétage de gueule, j'ai remis un peu de Judgment, et je continue mon périple dans Like a Dragon Ishin. J'avoue être un peu déçu pour l'instant. Je trouve que la recette Yakuza, Japon féodal match pas trop en fait. Donc je m'ennuie un petit peu. Ouais, je m'ennuie un petit peu. C'était une de tes grosses attentes quand même. Ouais, et puis pourtant, je suis vraiment fan des jeux du studio. J'aime beaucoup les jeux Yakuza, mais là j'y vais un peu à reculons. J'ai du mal à m'y mettre à chaque fois. Tu peux nous faire le sommaire, voir ce qu'on a concocté de bon pour nos chers auditeurs. Alors cette semaine, on va parler de Konami, de PlayStation, avec une petite mauvaise nouvelle pour PlayStation a priori. On va parler de Dead Rising, un nouveau jeu d'un studio français dont je taire le nom pour l'instant, vous verrez tout à l'heure. Et tu vas nous parler, je crois, d'Hercule Poirot. Pour continuer, la chronique de la semaine sera Advance Wars 1+2 Reboot Camp, avec comme titre de chronique un vrai jeu de stratégie ou un puzzle game ? Point d'interrogation. Mystère, vous voyez ? Et enfin, on termine sur une série que tu as adorée sur Paramount+, The Offer. C'est exact, beau programme, y a plus qu'à, comme on dit, générique. Alors pour la première news du jour, rumeur d'un partenariat entre Konami et Sony. Alors selon Jess Corden, célèbre journaliste réputé et connu pour rapporter avec précision les fuites et les annonces, Sony aurait conclu un accord avec Konami pour les droits exclusifs des prochains jeux Silent Hill, Metal Gear et Castlevania. Nous le savons déjà, mais le remake de Silent Hill 2 par Bloober Team a été confirmé comme une exclue PS5 pendant au moins un an. Tu en avais parlé d'ailleurs lors d'un précédent épisode, que Konami avait également d'autres projets Silent Hill en parallèle du remake. Seront-ils exclusifs à la PlayStation 5 et donc faire partie de l'accord supposé ? Bon, là on ne sait pas, ça reste de la spéculation. Donc rien d'officiel concernant les futurs projets Metal Gear ou Castlevania pour le moment. Cependant, un rapport de VGC datant de 2021 affirmait que Konami travaillait à faire revivre ces deux franchises en même temps que Silent Hill, bien sûr. Ils avaient affirmé que plusieurs projets Silent Hill étaient en cours, et ils avaient raison, ce qui donne de la crédibilité au reste du rapport. Ils ont également affirmé que le remake de MGS3, donc j'en ai parlé également lors d'un précédent podcast, serait présenté lors d'un prochain PlayStation Showcase. Donc si c'est vrai, ça fait quand même une sacrée bombe nucléaire dans la poche de Sony, une sacrée force de frappe, quoi. Et en plus, on sait que l'histoire d'amour entre Konami et PlayStation date d'il y a un petit moment. C'est entre Metal Gear Solid et Silent Hill, c'est quand même sur la PlayStation 1 que tout ça est né. Après, Castlevania, c'est un peu plus typé quand même Nintendo. Historiquement, c'est sorti quand même sur NES, Super NES, etc. Exactement. Mais si vraiment l'accord se fait, je suis particulièrement étonné, parce que c'est vrai que Konami, ils sont pas du genre à faire des exclusivités, mais avec Silent Hill, on s'en rend bien compte avec le remake. Donc la préposée annonce ou présentation, ce sera au PlayStation Showcase
la très très grosse conf qui va annoncer la deuxième phase de la PlayStation serait pour fin mai, début juin. Donc on sera, je crois, très très vite fixé. Mais en effet, ce serait un sacré coup quand même. Après, si Sony met des billes dans le développement, comme ils ont fait avec Shenmue 3, tu vois, pourquoi pas. Ça peut être crédible en tout cas. Surtout que ça reste un studio japonais, un constructeur japonais, donc on sait que souvent, ils sont un peu chauvins, comme on dit, hein, ils aiment bien s'entraider, donc pourquoi pas. En tout cas, j'ai hâte, ces deux licences qu'on adore tous les deux. Je pense que toi, Metal Gear, c'est plus approuvé que tu adores, avec tes chroniques sur les anciens épisodes en mode rétro. Oui, tout à fait. Mais ouais, en tout cas, j'ai hâte. Metal Gear Solid 3, ça va être quelque chose en remake. Oui, moi aussi, avec les technologies actuelles, on a vraiment possibilité de faire quelque chose de vraiment redoutable et efficace. Restons chez PlayStation et parlons un petit peu des PlayStation Studios. Est-ce que tu veux qu'on commence par la bonne nouvelle, la mauvaise ? Tu veux entendre quoi en premier ? On va commencer par la mauvaise nouvelle, comme ça on enlève le sparadrap d'un coup sec. Et après, on met le petit bisou magique. La fermeture d'un studio. Ça, on parle souvent de rachat, d'ouverture, et en plus, Sony a racheté quelques studios récemment. Et bon, Microsoft est en train d'en racheter un, je n'ai pas besoin de le nommer. Mais il y a malheureusement aussi des fermetures. Donc là, c'est acté, le studio Pixel Opus, donc qui est un studio en plus qui avait une histoire un petit peu sympathique parce qu'il a été créé autour d'étudiants plutôt compétents dans le jeu vidéo qui ont fait 2 jeux. Donc le studio a été créé il y a 9 ans et ils ont sorti 2 jeux en 9 ans, donc c'est peut-être cette cadence qui n'a pas plu. Et leur dernier en date, c'était Concrete Genie, une exclu PS qui est disponible sur le PS Plus, qui était vraiment sympa, un petit jeu indé mais où il fallait avec un pinceau raviver les couleurs d'une ville un petit peu sombre avec l'aide de génie, etc. C'était plutôt sympa. Le rideau est tombé pour ce petit studio qui ferme du coup le 2 juin 2023. Donc évidemment, pensez pour les développeurs, c'est jamais un agréable moment. Oui, puis c'est vrai que c'est imminent, du coup c'est dans moins de 3 semaines. Ouais, c'est annoncé sur Twitter en plus. Bon, c'est limite. Après, on peut jamais savoir ce qui s'est passé en interne, le pourquoi du comment. Après, c'est vrai que 2 jeux en quasiment 10 ans, c'est peut-être un peu léger, quoi. C'est peut-être ça qui a précipité la décision de Sony. C'est possible. En plus, on sait qu'ils sont très regardants sur les standards de qualité maintenant pour éviter les bad buzz à la sortie ou ce genre de choses. Donc, oui, ils veulent éviter une Jedi Survivor, c'est ça ? Ou une Redfall, ouais, c'est ça. Ou une Redfall. Redfall. Pas mal d'exemples d'une Pokémon à sa sortie pour le dernier. Mais quand même, dans tout ça, il y a des bonnes nouvelles. Sony continue à investir massivement et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ils avaient déjà un projet, c'était le China Heroes Project, où ils finançaient 10 jeux développés en Chine avec un budget d'1 million de yuan par jeu. Et cette initiative, donc, qui date de 2022, je crois, est renouvelée, mais pour un autre pays qui est l'Inde. Donc on a India Heroes Project, où pareil, PlayStation va financer des jeux exclusifs produits du coup en Inde par des développeurs indiens. Et ça c'est plutôt sympa. Et on sait que c'est bientôt le pays le plus peuplé au monde, l'Inde, donc tout le monde a le regard un petit peu braqué économiquement là-bas. Donc PlayStation positionne ses billes en Chine, en Inde, et ils soutiennent par la même occasion les développeurs locaux. Des nouveaux talents émergents, oui, tout à fait. C'est une bonne idée, je pense. Encore une fois, en plus, l'Inde parle beaucoup anglais. Et même si leur culture est très différente, ils sont quand même très proches de la culture américaine dans pas mal de la mondialisation et tout, dans pas mal de domaines. Et oui, ça serait une suite logique de s'implanter là-bas. En tout cas, ils investissent, ils continuent d'investir et c'est une stratégie qui, à mon sens, est payante parce que même en termes d'image, évidemment, une fois que tu as commencé à financer des projets, c'est plus facile d'ouvrir des magasins, distribuer des consoles, que les marques locales porte et appuie les ventes des jeux et des consoles. Donc évidemment, c'est un très grand intérêt pour PlayStation de faire ça. Alors, petite newsette de la semaine, un nouveau Dead Rising serait en développement. Alors, Jez Corden, toujours, c'est un sacré bavard, donc cet homme-là, cette semaine a également annoncé qu'un reboot de Dead Rising serait en développement. Donc c'est sur Twitter qu'il a posté: si vous êtes fan de Dead Rising, il y a peut-être quelque chose à l'horizon pour vous aussi. J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un reboot. Capcom est sur une bonne lancée ces derniers temps, qu'il continue ainsi.
forcément, le gars, généralement, tombe toujours juste. Moi, Dead Rising, c'est une licence que j'apprécie, que j'ai même beaucoup apprécié en son temps. Le premier jeu était sorti en 2006 et avait reçu un franc succès. Il était exclusif à l'époque à la Xbox 360 et ça permettait de refaire un petit peu le film Zombie de Romero où l'armée des morts, tout se passait dans un centre commercial. Donc qui était très très cool et très novateur pour l'époque. Et à contrario, Dead Rising 4, qui date quand même de 2016 maintenant, avait salement bidé en fait, poussant Capcom à annuler un 5e opus qui était déjà en développement. Donc est-ce que la licence renaîtrait de ses cendres, tel un zombie? Donc possible. En tout cas, voilà, moi c'est une news qui me faisait plaisir, donc je me suis dit tiens, je vais en parler. Je sais que t'as moins joué que moi, toi. T'avais fait le 2, je crois, de mémoire. Non, le 1, c'est toi qui m'avais en plus conseillé de faire le 1. C'est un petit souvenir de jeu, hein. C'est quand même un jeu qui m'avait marqué. J'ai 2 grosses exclus dans ma tête quand je pense à la Xbox 360. C'est Alan Wake, j'en ai déjà parlé, et Dead Rising, où j'avais acheté l'édition collector parce que tu avais fait du lobbying actif pour que je joue à ce jeu-là. Mais ce qui m'avait plu, en tout cas, c'était le côté, comme tu as dit, centre commercial, bac à sable, c'était fun. Tout ce qui te tombait sous la main, bah, tu pouvais t'en servir comme arme, et c'est vrai que c'était des moments de franche rigolade. Donc, a priori, ce serait un reboot, hein, donc content de voir qui relance cette saga. Et si c'est exclusif sur Xbox comme ça l'avait été pour le premier épisode, ça peut être très chouette. Ça va être un jeu, à mon sens, populaire et tout, donc... Comme toi, la news m'a fait plaisir. Je suis content que t'en parles. Après, je pense pas que le jeu sera exclusif. Déjà, quand on compare avec les Resident Evil, en fait, qui sont multiplateformes, du coup. Et surtout, Dead Rising 4 avait été exclusif à la sortie à la Xbox One, de mémoire. Et le volume de vente, en fait, n'avait pas eu le succès escompté à l'époque. Bon, déjà parce que le jeu était quand même salement buggé. Ils ont dû faire pas mal de mises à jour et de services après-vente derrière. C'était un peu une cyberpunk avant l'heure. Mm-hmm. Et le Dead Rising 4 lui était sorti dans l'indifférence la plus générale sur toutes les consoles en fait. Donc je pense qu'à mon avis, s'ils doivent faire un reboot de cette licence, faut que ça soit multiplateforme, quoi. Ouais, ok, je vois, pour brasser très très large, ouais, sans doute. C'est ça, pour relancer, vraiment redorer un petit peu cette image, quoi. Mais c'est cool. Est-ce que ça fera pas par contre l'effet qu'ira surabondance de jeux de zombies? On sort de Resident Evil, on sort de Dead Island, dont tu as fait le test la semaine dernière. Est-ce que ce serait pas le jeu de zombies de trop? Après, on sait pas quand il va sortir, hein, mais bon. Bah, c'est vrai que le jeu de zombies a le vent en poupe, mais à l'époque, quand ils ont sorti Dead Rising premier du nom, il n'y en avait pas en fait, hein. C'était vraiment un des seuls jeux de zombies, hormis les Resident Evil, qui étaient disponibles. Et encore, c'était après Resident Evil 4, hein, donc c'était même plus des zombies à l'époque. Mais surtout, c'était vraiment le côté open world et tout, et maintenant on peut le retrouver dans beaucoup de types de jeux, comme Dying Light, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dead Island 2, si on reste sur du FPS. Mais on a également la licence de Microsoft, State of Decay, en fait, qui était un peu qui avait repoussé le domaine de l'open world, où là on devait carrément se créer un bastion en prenant d'assaut par exemple une église, en renforçant les portes, en mettant une infirmerie. Enfin, il y avait un côté gestion en plus qu'on peut également faire en coop à 4, et c'était un peu le fils spirituel de Dead Rising, sans le côté fun et loufoque en fait. Donc c'est vrai que maintenant, est-ce que Dead Rising aura toujours quelque chose à raconter à notre époque? À voir. Est-ce qu'elle a sa place sur le marché, ça? Est-ce que le jeu est encore pertinent? Ça fera un bon titre de chronique, ça d'ailleurs, hein. Si le jeu sort, oui, et que tu le testes, il faudra qu'on s'en rappelle, hein. Oui. Et ben, tu t'es fait plaisir avec une petite news pour un jeu qui t'intéresse beaucoup. Moi, je me suis fait plaisir aussi avec une petite news un peu plus anecdotique, mais bon, dans la taverne, il y a la place pour n'importe quelle news, et on va parler d'un jeu qui s'appelle Dordogne, donc comme la région, comme le département. Donc c'est un studio français il se nomme Un je ne sais quoi, c'est le nom du studio. Le jeu sortira le 13 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox et Switch, donc partout. Et pourquoi j'en parle, c'est qu'il y a eu un trailer récemment et je suis tombé dessus cette semaine. Donc pour en dire un petit peu plus sur le studio, il a été fondé par Cédric Babouche, qui est réalisateur, directeur artistique avec 15 ans d'expérience, qu'il expliquait sur son site internet. Je connaissais pas du tout le studio, donc je me suis un petit peu renseigné, et ça m'a fait rire en écrivant la chronique, c'est vrai. Ils font pas que du jeu vidéo, ils font aussi de la pub,
Et ils font tout plein de choses un petit peu artistiques, de la pub et du jeu vidéo. Et la pub la plus connue, c'est lait de vache, tu vois, pour les produits laitiers. Ah, d'accord. Je sais pas si tu vois la pub. Ouais, je vois. Lait de vache. Ouais, voilà, exactement. Donc ça m'a fait sourire. Et ils sortent un petit jeu du coup Dordogne. Le pitch, c'est donc on va retrouver Mimi, l'héroïne, qui a 32 ans, qui visite la maison de sa grand-mère décédée malheureusement, et elle se replonge un petit peu dans ses souvenirs d'enfance, et elle retrouve une lettre laissée par sa grand-mère qui lui donne plein d'énigmes à faire. Donc on se retrouve dans un jeu narratif ponctué d'énigmes et de puzzles. Et ce qui m'a tout de suite marqué, c'est la direction artistique. On a l'impression de jouer à une aquarelle. Tout a l'air d'être peint à la main, dessiné en pastel, aquarelle. C'est absolument magnifique. Et voilà, il m'a tellement attiré l'œil ce jeu que du coup, rien que pour sa direction artistique, je vais le tester. Et je voulais lui rendre honneur aujourd'hui à travers de cette petite news. Ouais, ça peut être intéressant et tout. Et puis encore une fois, s'ils sont multicasquettes, ça peut aussi donner une sensibilité différente à leur projet. Ça peut être original. Ouais. Oui, t'as raison, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai comme ils sont... ça a l'air d'être des couteaux suisses, ils savent à peu près tout faire, j'ai l'impression. Ils font du média créatif, de la pub, etc. En effet, peut-être qu'ils vont avoir une approche un petit peu différente, mais je te jure, ça m'a vraiment... c'est captivant à regarder. Il faudrait que tu checkes le trailer, c'est très 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 joli. Ouais, je vais regarder ça. Pour finir, alors Metroid annonce un nouveau jeu, Le Crime de l'Orient Express. Donc Metroid, un célèbre éditeur français qui multiplie les projets comme les pains. Cette semaine, on a pu découvrir l'existence d'un jeu qui s'appelle Les Sisters 2, Star des réseaux, Hercule Poirot, The First Case, et pour finir, Le Crime de l'Orient Express pour le dernier trimestre de cette année 2023. Donc le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Dans ce nouveau jeu, on retrouvera donc les crimes les plus connus de la planète que l'on devra à nouveau résoudre en collectant des indices via des puzzles. Donc c'est tout à fait classique. L'adaptation sera néanmoins libre avec un personnage inédit nommé Joanna Locke qui permettra de découvrir des flashbacks jouables en sa compagnie. Et pour finir, le jeu sera intégralement doublé en français. Donc c'est cool, moi j'aime bien la licence Hercule Poirot, j'aime beaucoup les livres d'Agatha Christie déjà de base et la plupart de ses films. Après en revanche, est-ce que Microïd ne s'emballerait pas un peu en ce moment? J'ai l'impression qu'ils sont là toutes les semaines. Ouais. Qu'on fait... bientôt on va voir la news Microïd du jour. Ouais, tu vois. Trop ça sera le running gag. Ouais, ils sortent énormément de choses. Là ça va être intéressant, c'est la suite d'un jeu qu'ils avaient déjà fait, qui a été pour moi inconnu au bataillon. J'avais vu nulle part dans les médias, en voyant la news j'avais regardé. Le premier a été très bien noté, il a eu 75 sur Metacritic, donc ils ont l'air de faire des jeux honnêtes, mais comme toi je me pose la question, je pense que Microïd ils ont trouvé leur business qui est les jeux à licence des années, des jeux à licence. À mon avis, ils feront jamais rien d'exclusif, jamais rien de nouvelles créations, mais plutôt là, ils ont l'air de surfer sur Goldorak, Cobra, etc., etc. Donc voilà, eux ils misent vraiment là-dessus et je pense que c'est une approche intéressante parce que ça flatte quand même les geeks que nous sommes, forcément. De loin j'ai un peu l'impression qu'ils font une infogramme mais avec du talent, tu vois. Et c'est-à-dire c'est toutes les licences sur lesquelles Infogrames travaillait à l'époque, sauf qu'ils se foiraient 99% du cas. Microïd c'est pas le cas, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont récupéré le business d'Infogrames des années 90-2000 et qu'ils ont adapté à notre époque en fait. Mais c'est ultra malin parce qu'on parle d'eux au final, Goldorak c'est intemporel, tout le monde connaît. Hercule Poirot, moi je suis comme toi, j'adore. Et Microïd, il faut leur reconnaître qu'ils ont quand même, je pense qu'ils ont vraiment des équipes passionnées. Quand ils se lancent sur Goldorak, on l'a vu, ils se lancent vraiment là-dessus. Donc là, je suis intimement convaincu que ce seront des jeux Hercule Poirot qui seront vraiment fidèles au livre, à l'ambiance, même peut-être à la série. Moi, je suis vraiment confiant. Je sais pas toi, mais oui, moi aussi. Je suis même assez curieux de voir ça, voir ce que ça va donner. Carrément. Ainsi se conclut la partie news. On va passer à ton test, un jeu que tu attendais beaucoup, un jeu que tu as beaucoup aimé, je pense. Donc tu vas nous parler d'Advance Wars qui vient de sortir sur Nintendo Switch. Exactement. Donc le nom de ma chronique c'est vrai jeu de stratégie ou puzzle game ? Point d'interrogation, Kira. Ça va être, tu vois, un petit point d'interrogation. Intéressant, tu vois, dans l'approche. Parce qu'il y a des choses à dire sur la partie game design, etc. Mais oui, on va parler, je vais parler d'Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Donc c'est une exclusivité Switch sortie en avril, édité, développé
par Nintendo, mais en particulier Intelligent System. Donc pour moi, c'est vraiment en termes de talent, ces gars-là, c'est leur poule aux odeurs. Ils sont sur Metroid, ils sont sur les Nintendo Wars, ils sont sur les Fire Emblem, Paper Mario, WarioWare. Enfin, c'est vraiment une équipe qui a du talent. Et donc ce jeu-là que je vous présente, c'est le remake des jeux Game Boy Advance, le 1 et le 2, sortis en 2002 et 2003. Et pour travailler la chronique, j'ai appris quelque chose, Kira. C'est qu'Advance Wars fait partie d'une grande saga de jeux vidéo qui sont les Nintendo Wars, où Nintendo sortait des jeux de guerre comme ça, comme Advance Wars, mais sur toutes les plateformes. Et ils s'appelaient Famicom Wars, Game Boy Wars et Advance Wars pour la Game Boy Advance. Ah d'accord, ok. Tu savais je l'ignorais. Je l'ignorais complètement, c'est en travaillant vraiment cette news que j'ai découvert ça. Et j'ai regardé sur YouTube du coup Famicom Wars, et bon c'est sur la Famicom, la NES. C'est exactement comme Advance Wars. Il y a déjà les petites animations de capture, le camp orange, le camp bleu. Enfin, c'est vraiment... c'était très rigolo de voir ça. Et j'ai appris ça au travers du travail sur la chronique. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jeu ? On retrouve la campagne d'Advance Wars 1, la campagne d'Advance Wars 2, un mode de création de cartes, un versus en local, donc avec la même Switch à 4 joueurs ou avec des Switch différents, un mode en ligne, un mode quartier général qui permet d'affronter la console sur certaines maps pour scorer. C'est vraiment un mode où on score. Il y a la galerie où on retrouve des screens, etc. Et un shop qui permet, avec la monnaie du jeu, de débloquer des artworks, des généraux à jouer dans le mode quartier général. Enfin, voilà. Un petit peu tout. Donc, tu vois, c'est assez complet quand même cette édition. D'accord. Et donc l'histoire, parce qu'il y a une histoire dans Advance Wars, oui, c'est pas qu'un petit jeu de soldats, on prend place du coup, on a une casquette de général qui nous est attribuée dans les armées d'Orange Star, donc c'est une nation fictive, et la mission capitale et vitale, donc c'est le scénario d'Advance Wars 1 évidemment pour pas spoiler le reste, c'est de combattre l'armée ennemie Blue Moon et leur chef Olaf au début. Et on va passer par tout plein de péripéties, rencontrer d'autres armées. Donc il y a Blue Moon que j'ai cité, Green Earth, Yellow Comet, enfin tout un tas d'armées avec leurs généraux tous aussi charismatiques les uns que les autres. Donc c'est une aventure vraiment haute en couleurs. Et le ton est très décalé, l'humour bon enfant, les combats ont vraiment rien de sanglant, donc rassurez-vous, ceux qui nous écoutaient et qui connaissaient pas Advance Wars, c'est plutôt cartoon, c'est vraiment c'est de la 3D très jolie, assez mignonne, un caractère design pour les généraux un petit peu en style manga. C'est très joli, et le côté simpliste et épuré du graphisme me permet justement une immersion vraiment total dans le jeu stratégie. Ça doit contraster avec les mécaniques de stratégie justement. Et carrément, c'est un peu, il y a ce côté ambivalent de jeu de guerre, mais côté ultra mignon. Et je vais vous dire justement en termes de gameplay comment ça se joue. On voit la map, le plateau vu de dessus. D'ailleurs, je dis plateau comme si c'était un jeu de société, mais c'est parce que ça me fait tellement penser aux jeux Wargame, tu sais, les jeux de figurines Warhammer, etc. C'est un peu dans ce délire-là. Ouais, carrément. Donc on voit la map sur le dessus, comme tout bon STR, jeu de stratégie, et nos unités sont symbolisées par les soldats, les tanks, les avions, etc. Et c'est sur un damier, donc ils se déplacent par case. Et les avions, évidemment, plus de déplacement que les unités à pied. Enfin, vraiment rien de plus classique sur ce que constitue ce jeu de stratégie, avec 5 éléments fondamentaux au cœur du gameplay. La capture de bâtiments, bien sûr, l'idée c'est de faire avancer ses troupes et de conquérir du territoire. Le combat d'unités, avec un système de force et faiblesse. Les unités à pied sont faibles face aux chars, mais efficaces pour capturer des bâtiments. L'aviation est forte sur les tanks. Enfin, je vous laisse imaginer les forces et faiblesses de chacun. Les points de vie des unités symbolisent aussi leurs points de puissance. Donc là encore, tu vois, Kira, on est dans une simplicité en termes de game design. Point de vie égale point de force. Donc tu as 15 chiffres à côté de ton unité et tu sais si lui reste de la vie ou si elle est forte ou pas. Et enfin, il y a la production d'unités quand on capture des bâtiments qui permettent de produire des unités, et le pouvoir des généraux. Chaque généraux, et il y en a plein, ils ont des spécificités différentes. Il y en a un qui peut réparer ses unités, il y en a un qui peut donner un boost d'attaque, un boost de défense, enfin voilà, c'est très très varié. Et ces 5 éléments-là que j'ai cités constituent le cœur vraiment du gameplay. Donc, comme j'ai dit, une simplicité sur le papier enfantine, mais qui cache quand même il y a du challenge, et
une profondeur de jeu quand même un petit peu inattendue. C'est plus complexe que prévu. Donc dans cette campagne, on va enchaîner un petit peu les missions. On a une grande map monde qui représente le monde avec différentes régions. On va sélectionner la mission que l'on souhaite faire parce que chaque mission peut avoir des buts différents. Il y a 3 façons de gagner. Soit on tue l'armée adverse, soit on capture le QG adverse, ou soit on réalise le but d'une mission bien particulière qui sera donnée au début, qui est de tenir un nombre de tours face à des assauts, de capturer un bâtiment en particulier. Enfin bref, il y a des missions qui ont un but bien précis. Il faut se dire qu'il y aura une mission, ça dure entre 15 et 30 minutes. C'est pas très très long. Ça s'enchaîne bien. D'accord, ouais, ça se joue rapidement. Ouais. Et en fonction de la qualité des choix et des actions qu'on réalise, par rapport par exemple aux forces et faiblesses, si on envoie des mauvaises unités face aux mauvaises troupes, on va dégrader notre note finale. À la fin de chaque mission, on a une note qui va de S la meilleure à E, j'imagine. Enfin, je suis jamais descendu très très bas dans les notes. Mais en tout cas, le jeu va nous évaluer et si on a une bonne note, on va récupérer des crédits qui nous permettront dans le shop que je citais au début d'acheter des généraux, ce genre de choses. Et donc, toute la réflexion va être, pourquoi je disais entre stratégie et puzzle game, c'est que si tu veux, dans ce jeu de stratégie, il y a un point que j'ai trouvé assez brillant et en même temps différenciant des autres jeux de stratégie, c'est que dans certaines missions, on n'a aucun bâtiment de production d'unités. Donc on doit composer avec les unités que nous donne le jeu. Par exemple, on va commencer avec 3 infanteries, 5 chars, on n'aura rien d'autre jusqu'à la fin de la mission. Et les positions de nos unités sont décidées par l'ordinateur. Et les ennemis, pareil. Donc on se retrouve en fait, tu vois, là où tout bon STR, on va plutôt défendre au début, produire des unités, et quand on a ce qu'il faut, on va rouler sur l'ennemi. Ouais, carrément. Là, à contrario, il faut vraiment... On va enchaîner, les défoncer. Exactement. Là, faut prendre vraiment ça à contre-pied. Il faut plutôt élaborer un plan très précis. En fait, il y a une vraie part d'analyse au début de la map. Moi, j'ai que ça comme unité. Voici ce que le jeu me donne et je dois anticiper un petit peu les mouvements adverses, la topographie des lieux pour, in fine, récupérer l'avantage par rapport à son ennemi. Parce que, comme je disais, le nombre d'unités étant très limité, dès qu'on en perd une, c'est complètement dramatique. D'accord. Et à un certain niveau de difficulté, du coup, il n'y a qu'une seule vraie bonne façon de gagner les maps. Quand je dis il n'y a pas de bâtiment de production. Et c'est dans ça où j'ai retrouvé un aspect un petit peu puzzle game, parce qu'il faut, en face de chaque mission qui sont comme ça, trouver la bonne formule, trouver la bonne combinaison, et surtout, c'est un jeu qui met à l'honneur nos prises de décision. À chaque prise de décision que l'on va faire, déplacer une unité, attaquer, capturer, il y a des conséquences et on peut très très vite s'en mordre les doigts. Ouais, on peut se retrouver dépassé et puis perdre un petit peu tout notre avantage, quoi. Totalement. Et tiens, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'y reviendrai un petit peu après, mais c'est tout à fait ça. Et ce qui renforce l'aspect un peu puzzle game, et même jeu de plateau dont je parlais tout à l'heure, c'est que le tout est vraiment renforcé par déplacer ses pions sur un plateau, résoudre le problème que le jeu nous propose. Et j'ai trouvé cette approche vraiment brillante et ça apporte une stratégie, 2 jeux de stratégie en un presque. T'as le jeu stratégie classique où tu peux produire tes unités et rouler sur l'ennemi, et celui où non, tu dois faire face à des restrictions de budget, de troupes, et en ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, carrément. Donc pour nos plus et moins classiques, donc ce que j'ai adoré, parce que oui, tu l'as dit en intro, j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis passionné par ce jeu. Donc c'est un remaster, reboot, donc on a une version enrichie. Donc ils ont apporté des nouvelles fonctionnalités. On peut accélérer les tours de jeu. Tu vois, quand c'est l'ennemi qui joue, on appuie sur la gâchette et ça fait avance rapide. On a un mode facile aussi, parce que franchement le jeu est corsé, donc ils ont rajouté un mode facile. On peut aussi réinitialiser un tour, si on a un tour qui est vraiment trop mauvais, on peut le réinitialiser, et ça quand même, si on fait des bêtises, ça m'a sauvé la vie quelques fois. D'accord. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'animation des pouvoirs spéciaux. À chaque généraux, je t'ai dit, il y a un pouvoir spécial et ils ont une animation qui dure 2-3 secondes, mais hyper cartoon, vraiment sympa, très très bien réalisé. Et en plus, ils ont rajouté du doublage, ce qui est assez rare quand même pour ces jeux-là. Oui, c'est clair. Généralement, c'est juste des textes écrits. Ouais. Et c'est majoritairement du texte écrit, mais il y a certaines phrases un peu clés qui ont été doublées en français. Donc c'est plutôt sympa. Bel effort qu'ils ont fait Nintendo dans cette réédition.
Ouais, c'est clair. Ce que j'ai adoré, c'est la campagne d'Advance Wars 2 aussi. Advance Wars 1 est très bien, mais la campagne du 2, elle est à un tout autre niveau. Je la trouve en tout point supérieure. Donc je vais pas spoiler les éléments, mais en termes de scénar, c'était encore mieux. En termes de mécanique, de gameplay, c'était vraiment, vraiment très bien. Et ce jeu-là, il a un contenu pharaonique et je trouve que c'est du plaisir quasi instantané. Tu vois, tu lances ta petite mission et tu prends du plaisir tout de suite. C'est accessible en plus. J'ai parlé de difficultés, mais tout le monde peut s'y retrouver. Et il y a quand même des points négatifs. Voilà, il y en a toujours un petit peu. En fait, j'en ai relevé vraiment un, voire deux. Et il a un peu un rapport à ce que je disais pour le puzzle game tout à l'heure. C'est que j'ai eu parfois, si tu veux, qu'il y aura un sentiment de frustration. Parce que si dès le début de la mission, tu prends des mauvaises décisions, en fait, tu vas les payer. C'est un peu ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure. C'est pour ça que je te dis, c'était intéressant ce que tu disais. C'est parce que tu vas les payer tout au long de ta mission. Pour une prise de décision vraiment au tout début qui est hasardeuse, en fait, tu vas vraiment... Ouais, tu vas subir, quoi. Ouais, tu vas galérer pour jusqu'à même à la fin échouer. Donc, tu auras passé... ça n'aura pas été les meilleures missions les plus intéressantes où tu subis pour au final perdre. Ce côté un peu puzzle game où tu peux pas produire d'unité, c'est assez punitif quand même. Donc j'ai ressenti parfois un peu de frustration et vraiment des missions qu'on tirait en longueur, parce que c'est un peu de ma faute. Au début, j'ai pas pris les bonnes décisions, d'accord, mais certaines maps sont assez punitives et en ça, tu vois, c'est difficile à se refaire en gros. Ouais, c'est difficile à se refaire. Et en plus, tu te fais battre, donc tu comprends ton erreur, tu relances, du coup tu perds, tu relances ta mission et là tu vas rouler sur le jeu parce que tu auras compris où était ton erreur et tu vas réussir à te refaire. Donc c'est pour ça que tu restes jamais bloqué dans Advance Wars. En conclusion, et je terminerai là-dessus, donc à la question que j'avais posée, vrai jeu de stratégie ou puzzle game, donc pour le vrai jeu de stratégie, c'était une question un petit peu troll, parce que évidemment, Advance Wars prend le meilleur des deux mondes, hein. C'est un excellent jeu de stratégie et en même temps qui propose un petit challenge de réflexion et comme j'expliquais, de prise de décision. Donc j'ai vraiment trouvé à l'apogée de son gameplay dans la campagne du deuxième volet, tout y est, réflexion, casse-tête, champ de bataille, mission, objectif, bref, je me suis régalé du début à la fin et je l'ai dit en intro, le contenu de ce jeu est franchement d'une générosité rare. On peut quasiment tout faire, affronter des ennemis, des potes en local, des gens à l'autre bout du monde. On peut vraiment, vraiment tout faire. Et devant ce contenu gargantuesque, comme je disais, cette direction artistique complètement unique, je trouve, et une simplicité qui cache en réalité une vraie profondeur de jeu, je trouve que Nintendo signe là une exclusivité du tonnerre, un jeu de stratégie comme il n'existe à mon sens aucun autre. Il a son identité et j'espère qu'ils vont nous faire un épisode Switch War du coup, parce que pour rester dans cette veine, tu vois, de Nintendo War, oui, carrément. Switch War, ce serait très cool. C'est vrai que ça donne beaucoup envie d'y jouer. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup joué au Advance Wars sur GBA, du coup, j'avais beaucoup apprécié. Ça donne vraiment envie de s'y mettre et puis surtout, je pense qu'au niveau de l'écran tactile, en fait, tu peux jouer en tactile dessus, je suppose. Très bonne question, j'ai même pas essayé. J'ai joué tout au joystick. T'as tout joué au stick ? J'ai pas essayé, mais ouais, ça doit pouvoir se faire, c'est vrai. En plus, ça doit être plutôt ergonomique, faudrait que je teste. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, le côté tactile pour pouvoir placer ses unités et tout, ça peut être sympa aussi quand tu joues en nomade. Mais carrément. Et pour rester un peu dans le délire, il devrait faire un Mobile Wars où ça joue sur mobile, tu vois. Carrément. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que t'as raison, le côté tactile, c'est une avancée technologique. Il n'y avait pas ça pour la Game Boy Advance, donc ce serait un jeu en effet c'est vrai. Qui aurait une approche intéressante. Si ça se trouve, on devrait breveter notre idée et... Est-ce qu'il l'avait sorti sur DS ? J'ai pas le souvenir. Il l'avait sorti... Toi, une version DS avec le stylet et tout. Franchement, je sais plus. Il faudrait regarder Nintendo Wars. Du coup, je sais qu'ils ont sorti un épisode GameCube. Et par contre, ils avaient révolutionné un petit peu la formule en faisant un jeu 3D. Un peu en temps réel. C'était plus un STR au tour par tour comme là, je viens de le dire. Tu vois, c'était ok, 3D. Je vois, c'est... Ouais, ça s'écartait un petit peu de l'ADN de l'ADN de la saga, quoi. Ouais. Ah ouais, Advance Wars Dual Strike, premier sur le rétro gaming. Je l'avais en plus. Très très bien. Excellent épisode. Et si t'es sur la page, tu vois, Nintendo Wars, ils en ont fait plein. Game Boy Wars 3, c'est ce que je suis en train de regarder, oui. Super Famicom Wars. Et en fait, je connaissais pas ce principe de Nintendo, que je trouve brillant, en fait. Hein, tu vois, le nom de la console, tu rajoutes Wars derrière, et t'as toute une panoplie de jeux qui ont un petit peu
tous le même feeling. Franchement, faut que tu regardes Famicom Wars. Tout y était déjà sur NES en fait. Les personnages de couleur, les animations, le côté un peu décalé, tout y était déjà. C'est très rigolo. Donc c'était Advance War, sorti sur Nintendo Switch, un jeu qu'il est trop bien et que tu as beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup aimé. Tu ferais bien un petit point réseaux sociaux avant le sujet hors sujet? Eh ben oui, notre petit moment auto-promo quand même, on ne le fait pas assez. Hein. Mais ça a marché, Kira. La semaine dernière, tu as demandé de mettre des 5 étoiles sur les applications de podcast. Oui, c'est vrai. Et on a eu 2 nouvelles notes. 5 étoiles sur 5, donc merci. Merci, c'est très gentil. Ouais, merci à vous. Si vous l'avez pas encore fait, en fait, ça nous aide pour le référencement. Et en plus, ça peut contrebalancer avec un 1 étoile qu'on nous a mis au tout début, c'était pas très sympa. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Si vous pouvez nous mettre si vous pouvez en tout cas vous exprimer, nous contacter, on a nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, parce que là où on prend du plaisir au-delà des podcasts, c'est échanger avec vous autour de notre passion. Et notre concept, on le dit souvent avec Kira, c'est de nous proposer des news, des thèses, des sujets. Donc n'hésitez pas, on est ouvert et ça nous fera au contraire très plaisir. Pour cette dernière chronique de l'émission, je vais vous parler d'une série télé qui s'appelle The Offer. Alors The Offer, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, on va recontextualiser un petit peu tout ça. En 1972, donc ça nous rajeunit pas, c'était même avant ma naissance, le grand public découvrait en salle Le Parrain, un chef-d'œuvre incontournable de Francis Ford Coppola que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme le plus grand film de tous les temps. Dont toi. 50 ans plus tard, dont moi, 50 ans plus tard, et parce qu'il faut bien vendre du contenu, la plateforme Paramount Plus nous fait découvrir à travers une série, donc The Offer, mini-série de 10 épisodes, donc c'est quand même assez court, les coulisses d'une production incroyablement riche, rocambolesque et passionnée. La série retrace la conception chaotique minée par les problèmes d'un film auquel peu de gens croyaient initialement, entre conflits avec les financiers et les menaces de la mafia, donc c'est une série qui est quand même très haletante. Au niveau du synopsis, c'est à peu près ce que je vous ai raconté, mais là je vous l'ai écrit mieux quand même. Donc c'est retour sur la genèse du film oscarisé de Francis Ford Coppola, Le Parrain, raconté du point de vue du producteur du film, Al Rudy, de l'acquisition des droits du livre de Mario Puzo, au rôle ubuesque du boss de la mafia Joe Colombo, qui a convaincu les Italo-Américains de New York de ne pas entraver le tournage. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de cette série, je me suis dit ouais... Ok. Paramount Plus est en train de lancer son système de VOD aux États-Unis, à ce moment-là, bien sûr. Ils ont envie de capitaliser sur des licences fortes. Après, raconter le making-of du Parrain, est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est vrai que sur le coup, j'étais un petit peu sceptique et grand bien m'en fasse, en fait, car au final, c'était vraiment très très cool et je vais vous raconter pourquoi. En fait. Donc déjà, rien ne fut simple pour la conception de ce film, tant les problèmes se sont accumulés tout au long du processus de création, comme en atteste cette série. Quelque part, entre le biopic et le pur making-of, la série créée par Michael Tolkien porte un regard nouveau sur ce film ô combien culte qui sauva la Paramount de la banqueroute. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était centré sur le personnage de Al Rudy, alors néophyte dans le métier, donc métier de producteur. La série nous invite plutôt à comprendre que ce qui importe, ce qu'implique l'élaboration d'un tel projet et l'impact fondamental qu'a eu sur l'évolution du cinéma. Car il y a eu un avant et un après Le Parrain, bien entendu. Le projet initial était bien différent du film de gangster à petit budget auquel personne, ou presque, ne croyait. La série nous invite à vivre de l'intérieur chaque étape ayant conduit à la sortie du film, en n'occultant aucune des difficultés rencontrées. Et il y en a eu des merdes tout au long du processus de création, ça vous verrez. Nous avons un casting au top. La série se montre passionnante du début à la fin. Ce qui est intéressant dans cette série, surtout, c'est que plusieurs visions s'entremêlent. D'un côté, on a les investisseurs qui considèrent l'objet filmique uniquement comme une ressource financière, ressource financière intéressante et surtout non négligeable. Celui de l'équipe de tournage, qui doit jongler entre les impératifs budgétaires et leur vision du film, qui ne sont pas forcément en adéquation avec celle de leurs supérieurs, ce qui peut générer des tensions, disons, explosives.
Et pour couronner le tout, celui de la mafia, qui ne voit pas d'un bon œil la production du film, qu'il considère comme une insulte à la communauté italienne stigmatisée comme des mafieux. C'est quand même... Les mecs, c'est des mafieux italiens, et en fait, ils veulent pas d'un film sur la mafia italienne, parce que ça risque de les stigmatiser en tant que mafieux italiens. Donc c'est vraiment c'est vraiment le chien qui se mord la queue. Voilà, et ces scènes-là sont souvent... alors, la série est très sérieuse, hein, du début à la fin, mais il y a quelques notes d'humour par moment, et c'est souvent lié aux incohérences de ce que les gens annoncent en fait. Et ça m'a beaucoup amusé. D'un côté, on a Frank Sinatra qui est remonté contre l'auteur, donc Mario Puzo, qui l'accuse de l'avoir humilié et caricaturé durant tout son livre en fait, et qui essaye de bloquer la création de ce film Le Parrain en fait. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont croiser Mario Puzo, ils vont lui poser une question, et c'est vraiment Frank Sinatra? Tu vois, ouais. Pour voilà, et il y a beaucoup de gens qui vont faire écoute, moi je veux bien faire le film, mais juste pour faire chier Frank Sinatra en fait. Et ça va aller jusqu'aux mafieux de New York qui vont décider de les aider finalement et de pousser le film pour que ça se fasse. Ah ouais, okay. Donc dans cette galère, le jeune producteur doit se démerder pour satisfaire toutes les parties. Car sa carrière en dépend, hein, c'est son premier film à proprement parler. À travers ses nombreuses péripéties, la série résonne comme une critique du cinéma où la dimension capitaliste doit habilement s'accommoder du côté créatif. Par exemple, nous suivons des séances de casting où les dirigeants veulent des acteurs bankable en dépit de leur manque de crédibilité pour le rôle. Et de l'autre, on a Francis Ford Coppola, donc encore jeune, hein, car c'est également un de ses premiers films, avec sa vision qui voulait absolument Al Pacino, encore méconnu à l'époque, et que la direction de la Paramount voyait d'un mauvais œil, en fait, parce qu'il le trouvait pas crédible, il le trouvait trop sensible, c'est un acteur de théâtre, tu vois. Et ils vont chercher à l'évincer pendant une bonne partie de la série, ou alors on voit également cette fameuse première rencontre entre Marlon Brando et l'équipe pour le fameux casting. Ouais, donc la série nous plonge dans ce qu'on appelle le nouvel Hollywood reconstitué à la perfection. Niveau casting, alors il y a Miles Teller, acteur que je n'apprécie pas au demeurant de base, hein. C'est pas un acteur que je trouve spécialement bon, on va dire. On l'a vu dans le dernier Top Gun, en fait, c'est le moustachu, le fils du pote de Tom Cruise qui est mort dans le premier. Attention spoiler, mais bon, le film a 30 ans. Il joue aussi dans Whiplash en fait, donc c'est pas un acteur que j'apprécie de base, mais que j'ai trouvé très très bon dans la peau de Al Rudy. Il est hyper touchant par moments, on le sent charismatique quand il faut être charismatique, toutes ces techniques de bluff quand il les fait, elles sont crédibles, et vraiment je l'ai trouvé bon. À ses côtés, on a Juno Temple en secrétaire pétillante en fait, qui lui sauve le cul dans tous les sens du terme, hein, clairement. Tout au long de la série, en fait, elle a eu d'ailleurs un Golden Globe pour ce rôle. On va retrouver également Matthew Good, celui qui va jouer le producteur, donc le mentor de Al Rudy, donc Robert Evans, patron du studio, donc miné par ses problèmes de couple et ses addictions en tout genre. Donc c'est un personnage, un coup qu'on déteste, un coup qu'on adore, enfin il est complètement schizophrène et bipolaire, donc c'est vraiment sympa de voir un petit peu ce trio. Et pour finir, on a Dan Fogler qui incarne Francis Ford Coppola à la perfection. Alors qui est Dan Fogler en fait? C'est le gars qui joue le Moldu dans Les Animaux Fantastiques, en fait, le boulanger qui est petit, assez trapu et tout. Et dans le rôle de Coppola, voir, hein. Ça marche carrément bien. Donc ça n'a rien à voir, il a la longue barbe, il a les cheveux longs, et du coup je l'ai trouvé très très crédible également. Donc c'est un biopic que je vous recommande. Comme toute adaptation du genre, certaines libertés ont été prises, et certains personnages sont, on va dire, moins sombres qu'ils l'aient été dans la vraie vie en fait, mais c'est un habile mélange de docu-réalité, et au final les coulisses du Parrain, la production du Parrain a une histoire aussi passionnante et pleine de rebondissements que le film le film qu'ils étaient en train de tourner. Le film lui-même. Donc oui, c'est ça, c'est une série que je vous recommande. J'ai fait les 10 épisodes en 2 jours. Ah ouais. Carrément. Mais ça a l'air hyper actuel en plus, parce qu'il traite quand même d'un vieux film, mais ça a l'air quand même très très actuel dans l'esprit, j'aime bien. Mais est-ce qu'il faut avoir vu, j'imagine, Le Parrain quand même, pour apprécier la série, ou pas forcément? Pas du tout, en fait. Alors moi j'ai vu Le Parrain, donc j'ai cerné toutes les allusions, les choses comme ça. Par contre, quand vous regardez la série sans avoir vu rien du tout du Parrain, en fait, voire éventuellement juste la tête de Marlon Brando que tout le monde connaît, en fait, ça n'empêche pas d'entrer en fait
dans l'histoire et de s'attacher au personnage et de suivre ce fameux processus créatif de l'enfer, en fait. Hein. Ouais. Au moment où il raccroche son téléphone parce que, par exemple, le producteur a enfin réussi à résoudre une merde, le téléphone sonne direct et il en prend une deuxième dans la tronche, quoi. Et en fait, tout le film, c'est comme ça. Et tous les personnages, tout le casting, vraiment, je les ai trouvés très très bons, quoi. La fameuse scène de la tête de cheval qui a l'air si vraie, bah, par exemple, c'est une vraie tête de cheval qu'ils ont mis dans le lit, en fait. Et c'est quelqu'un de la mafia qui a réussi à récupérer ça auprès d'un boucher. Enfin, il y a eu tout plein de magouilles, de personnes soudoyées. Il y a eu une fusillade à une rue à côté du tournage, pendant le tournage, entre mafieux et bandes rivales. Enfin, c'est vraiment ce film. Le film est incroyable et c'est se demander comment ils ont fait pour réussir un tel chef-d'œuvre quand on voit tout ce qu'ils ont eu et tous les bâtons dans les roues qu'ils ont eu du début à la fin. Parce qu'en parallèle de ça, on apprend que la Paramount est en cours de vente, en pleine période de production du Parrain, en fait. Et en gros, si le Parrain ne rapporte pas suffisamment d'argent, c'est la banqueroute, en fait. Okay. Donc il y a cette pression-là qui vient s'ajouter, et du coup, on se retrouve avec une histoire hyper prenante et palpitante, en fait. Et même pour les gens qui sont pas fans de cinéma comme moi, parce que je l'ai vu avec une personne qui est pas non plus une grande fan de cinéma, et qui connaît même pas le Parrain, bah, elle adorait la série, en fait. C'est pareil, elle arrivait pas à s'arrêter, quoi. En plus, le côté un peu biopic et making-of, ça me semble être, tu me contredis, mais inédit. Alors oui, parce que alors souvent c'est soit des making-of, soit des biopics. Là en fait, j'ai l'impression qu'ils ont repris vraiment certaines scènes qui ont été reprises avec des acteurs qui sont grimés d'ailleurs. À part Al Pacino, forcément que je trouve qu'il ressemble pas vraiment. Il a un côté dans le regard un petit peu Michael Corleone, mais je trouve, voilà, c'est celui qui ressemble le moins. Mais quand on voit l'acteur qui joue Marlon Brando, par exemple, au début, je l'ai vu arriver, je fais ouais, ok. Et puis en fait, quand il commence à mettre son maquillage et tout, tu fais oh la vache, putain, mais oui, c'est ça en fait. Et du coup, ils ont repris certaines scènes du making-of, donc qu'ils ont tourné avec leur caméra d'époque, qu'ils ont retranscrites au plan près, en fait, dans la série. Okay, ouais, donc on va dire, c'est un peu un making-of ludique, en fait. Moi, je consomme beaucoup de making-of parce que j'adore ça. Et bah, souvent, les making-of, c'est un peu brut de décoffrage, en fait. Hein. Il y a qu'à regarder les making-of du Seigneur des Anneaux pour le comprendre, par exemple. Là, non, il y a ce côté un petit peu storytelling, hein, ce côté sériel où on avance tout du long et on se retrouve avec des faits d'époque, en fait. Donc, c'est original, en fait. C'est quelque chose, pourtant, auquel je ne croyais pas et que j'ai vraiment adhéré à la proposition. J'aimerais même qu'il fasse une saison 2 sur le Parrain 2, ça serait cool. Mais bon, donc, je pense pas. Mais en attendant, c'était ouf, quoi. Bah, moi, je vois la même chose pour le Seigneur des Anneaux, du coup, maintenant. Franchement, ce serait. Oui, c'est clair, avec Peter Jackson. Ah ouais. Enfin, sur le Hobbit, je pense qu'il a tellement eu de merde, Peter Jackson, sur le Hobbit, que ça peut être intéressant, parce que là, il a vraiment repoussé les limites de pas de chance. de tout ce qu'il avait subi dans sa carrière, quoi. Donc, ainsi se conclut notre émission. Et oui. Je te laisse le mot de la fin. Donc émission un petit peu plus courte cette semaine, t'as vu, on était moins bavards. On a été sages, hein. Ouais, on a été sages. Hein, ça nous ressemble pas. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est qu'on se préserve parce qu'en juin, il va y avoir tellement d'annonces, de news avec les salons, les showcases, etc. Donc voilà, on reprend un peu nos forces, c'est surtout ça. Ça sent la nuit blanche. Je te jure. Bah Zelda. Non, mais le mot de la fin, bah écoute, ça va être un peu de teasing déjà. Mon hors-sujet de la semaine prochaine, j'en avais un petit peu parlé, mais ce coup-ci je le fais vraiment, c'est un jeu de société qui s'appelle Wingspan avec des oiseaux. Et c'est vraiment mortel. Et toi, tu sais le jeu que tu prépares ? Je crois que t'en as plein sur le feu là, des jeux. Alors j'en ai plusieurs sur le feu. Alors si j'ai fini celui-ci dans les temps, parce qu'encore une fois j'ai des très grosses journées de travail en ce moment, donc c'est vrai que j'ai un peu moins le temps de jouer, je pense tester un jeu indépendant. Ça on aime bien les jeux indés, ça fait du bien de temps en temps. Ça sera en lien avec, avec d'anciens tests à moi, donc vous pouvez commenter, spéculer, allez-y. Et en plus, les jeux indés souvent sont pas toujours couverts en podcast, donc c'est aussi une... Voilà, nous, on essaie d'avoir du contenu un petit peu différent, donc n'hésitez pas à dire si vous appréciez, comme les chroniques rétro gaming d'ailleurs que réalise Kira. Et comme mot de la fin, en tout cas, c'est juste des remerciements. Hein. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et évidemment, ça nous fait chaud au cœur. Ça nous engage, hein. On fait en sorte de faire du contenu de qualité. On essaie en tout cas. Et voilà, un grand merci et puis à très vite. À bientôt.